Somnifère, le podcast. L'amour excuse tout dans un cœur enflammé, et tout crime est léger dont l'auteur est aimé, écrit Corneille. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 25 janvier et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'Adèle, une jeune femme qui s'était prise d'un voleur et l'aide à commettre ses larcins aux quatre coins de Paris. Pour l'aider à faire un plus gros coup, elle se fait bientôt embaucher comme femme de chambre chez une richissime américaine dans un hôtel particulier près de la rue de Rivoli. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, et jusqu'où Adèle sera-t-elle prête à aller par amour ? C'est une nouvelle étonnante de Paul Bourget intitulée « L'indicatrice ». Et juste avant cela, une courte séance de relaxation pour se mettre dans une ambiance moelleuse. Je vous souhaite une excellente nuit, et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise et adoptez la position que vous souhaitez tant qu'elle vous est confortable. Détendez votre visage. Déplissez le front. Détendez le poing entre vos deux sourcils. Votre nez. Votre mâchoire. Votre langue. À présent, portez simplement votre attention sur votre visage. Observez vos sensations, sans jugement, comme par curiosité. Portez maintenant votre attention sur les sensations présentes dans la région de vos épaules et relâchez-les de tout leur poids. Abandonnez-les sur le matelas sans résistance. Portez votre attention sur votre épaule gauche et votre bras gauche, de haut en bas, en commençant par l'épaule. Puis le coude, puis l'avant-bras. Puis la main. Observez toute sensation de vibration, de picotement, de fraîcheur, de fourmillement, de confort. Soyez curieux et ouvert aux sensations présentes dans votre main et dans vos doigts.
Laissez votre main se détendre complètement. Maintenant, portez votre attention sur votre épaule droite et votre bras droit. De haut en bas, commençant par l'épaule, puis le coude, puis l'avant-bras, puis la main. Portez toute votre attention sur votre bras droit et observez ce qui s'y passe. Peut-être que les sensations se concentrent au niveau de vos mains et de vos doigts. Peut-être les sentez-vous plus vibrantes que le reste. Laissez votre attention se tourner désormais vers votre dos. Si vous le souhaitez, prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. Portez votre attention sur le haut de votre dos, le milieu de votre dos, et les sensations dans le bas de votre dos. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les simplement aller, comme des nuages, flottant dans le ciel. Portez votre attention sur votre poitrine, votre plexus solaire et votre ventre. Si vous le souhaitez, commencez par respirer par le ventre afin de le masser. À présent, portez votre attention sur votre région pelvienne et sur les endroits où votre corps est en contact avec le matelas. Portez doucement votre attention sur votre hanche gauche et sur votre jambe gauche, de haut en bas. Lâchez votre cuisse, votre genou, votre mollet. Observez simplement
les sensations que vous pouvez y ressentir. Relâchez maintenant, à leur tour, votre jambe, votre genou et votre mollet droit. Relâchez votre hanche. Remarquez toutes les sensations que vous pouvez y ressentir. Portez à présent votre attention sur vos deux pieds et imaginez que deux pinceaux viennent chatouiller la plante de vos deux pieds. Prenez à présent un moment pour ne rien faire d'autre que de constater votre état de détente, de tranquillité, et observez comme c'est agréable. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Paul Bourget, l'indicatrice. À Paris, par une douce et tiède après-midi du premier printemps, sous les arcades de la rue de Rivoli, à l'angle de la place où se dresse la statue de Jeanne d'Arc. Il est 5 heures, la foule va et vient le long des devantures, bazar cosmopolite, autour duquel on doit une mêlée incessamment renouvelée d'automobiles et de fiacres, de bicyclettes et de coupés de maîtres. Cette cohue est si confuse, tant de faces se pressent et se croisent, que le plus fin limier de police ne saurait suivre quelqu'un dans cette foule. Voilà pourquoi Jules Bélière avait fixé ce lieu et cette heure à sa maîtresse. Il était là, contre la vitre d'un confiseur, occupé en apparence à considérer de grands œufs coloriés qui annonçaient le voisinage de Pâques, et il n'avait de regard que pour l'énorme glace où se reflétaient des centaines de silhouettes mouvantes. L'impatience contractait son visage de joli homme. Il avait des traits menus, de larges prunelles brunes sur un teint pâle. Ses lèvres fines, combrées l'or d'une moustache légère, découvraient des dents d'une blancheur admirable. La sveltesse de ses 25 ans sauvait l'élégance un peu soulignée de sa mise. C'était celle d'un jeune homme riche et oisif. Mais un je ne sais quoi d'équivoque se dégageait de cette physionomie. Immobile ainsi et aux aguets, l'aventurier transparaissait sous le boulevardier avec une évidence qui devient effrayante quand Bélière aperçut dans la glace l'approche de la personne qui l'attendait. Un frémissement souleva les coins de sa bouche. Il se retourna et avant d'aborder la jeune femme qui venait à lui, ses yeux plongèrent dans la foule un regard circulaire, dont l'inquiétude cruelle ne ressemblait guère au trouble amoureux appréhendant une curiosité indiscrète. Et sa première phrase à la retardataire ne trahissait non plus aucune sorte d'émotion tendre. « Il y a 20 minutes que je t'attends, Adèle. Et les mouches. Tu sais ce que je t'ai dit? Si jamais l'on me chauffe, tu seras servi avant. On ne me charrie pas, moi. » Il avait prononcé d'une voix dure et sourde ces mots de l'argot des voleurs, qui à eux seuls dénonçaient sa profession. Les amants s'étaient mis à marcher l'un à côté de l'autre, sans se donner d'autres signes de reconnaissance. « Je ne peux pas faire la femme de chambre, » répondait Adèle, « et aller et venir comme je veux. Ma patronne m'a sonné quand je sortais.
Tiens-tu à ce qu'elle prenne des soupçons? Et puis, si tu crois que j'ai peur de toi, tu te trompes. C'est le 9e coup que je monte pour vous. Ils ont tous réussi, et toujours pour être traités comme une marmite. J'en ai assez. Je te le répète, j'en ai assez. » La malheureuse s'était exaltée en parlant ainsi. Les éclats de sa voix et les véhémences de son geste firent sans doute peur au bandit. « Et tu gosses, mon amour, » dit-il câlinement. Son masque s'était transformé comme son langage. Un charme émanait de lui maintenant qui expliquait trop cet affreux esclavage de complicité. Les lignes délicates du visage d'Adèle, sa façon de porter la toilette, démentaient si évidemment cet ignoble rôle d'indicatrice. C'était le dernier chapitre d'un tragique roman que cette dégradation, et d'un roman qui tenait encore au plus intime du cœur de la pauvre femme, car le changement d'accent de son redoutable compagnon la fit tressaillir. Il continuait. « J'ai eu un moment de colère, c'est vrai, mais je t'aime. J'ai vu que je t'avais fait de la peine et cette colère a passé. Si j'ai peur d'être arrêté à présent, tu ne comprends donc pas que c'est pour toi. As-tu oublié notre projet de nous en aller tous deux, dès que cela sera possible, loin, bien loin? Tu ne te souviens plus de ce que je t'ai raconté de mes souffrances, ni comment je suis prisonnier de cette horrible vie. Quelles paroles tu as employées, mon Adèle, pour me punir d'un moment d'énervement. Dis-moi que tu les regrettes, dis-le. » Puis comme la jeune femme se taisait toujours, il lui prit la main qu'il serra d'une étreinte douce, lui infusant ainsi la suggestion de sa volonté. Avec cette espèce de flair animal des hommes qui savent se faire aimer, il comprit que ce pauvre être, dont il sentait depuis quelque temps se réveiller, se débattre la conscience, était toujours à lui. Elle l'avait tant aimé. Il avait exigé d'elle et obtenu tant de sacrifices, depuis l'abandon de son foyer jusqu'à cette aide donnée à ses crimes. Adèle avait eu la jeunesse que sa jolie et fine physionomie annonçait. Elle était la fille de petits bourgeois d'une parfaite honorabilité. Son père était mort sous-chef dans un ministère. Elle-même avait épousé un commerçant, un monsieur Baron, gros marchand de toile de la rue Bertin-Poiré. Disons, non pas pour excuser mais pour expliquer les aberrations de cette destinée, que ce mari avait été brutal pour sa femme, qu'elle n'avait pas été mère, et qu'elle n'avait rien soupçonné du véritable métier de Jules Bellière, alors modeste employé dans une banque officiellement. Le hasard d'une visite à la campagne, chez des amis communs, les avait fait connaître. Le jeune homme avait raconté à la jeune femme une histoire à moitié vraie, sa vocation d'artiste contrarié. Elle était devenue sa maîtresse. Une dénonciation anonyme, dont Adèle ne devait jamais savoir qu'elle émanait de Jules lui-même, avait averti le mari qui avait chassé sa femme. 8 jours après, Jules lui annonçait qu'il avait commis un détournement à son bureau et perdu sa place. Soi-disant, il avait volé pour elle. Et elle l'avait cru. En réalité, le scélérat faisait dès lors partie d'une association de malfaiteurs auxquels il fallait des complices pour opérer d'une façon plus sûre. On aura l'idée de la nature de cette complicité quand on saura que le coup auquel il avait été fait allusion dans cette conversation des 2 amants était le suivant. Adèle s'était placée par une agence chez une Américaine en qualité de femme de chambre, sous un nom supposé, avec des certificats dérobés à une vraie domestique. Le rendez-vous pris sous les arcades de la rue de Rivoli avait pour motif une indication définitive à fournir à Bellière, dit le fionneur, pour le cambriolage du coffret à bijoux de cette femme. Adèle en était descendue là en 2 années. Quoi d'étonnant si l'indigne amant qui l'avait avilie à ce degré croyait à sa souveraine puissance sur ce cœur faible. Aussi, un sourire de triomphe errait-il sur ses lèvres mauvaises, tandis qu'elle répondait. « C'est moi qui t'aime,
Jules. Tu as trop abusé de mes sentiments pour ne pas les connaître. Tu te plains d'être prisonnier de ta vie. Qui nous empêche de nous en aller dès maintenant? Je te l'ai proposé 20 fois. Passons aux États-Unis. Personne ne saura qui nous sommes, tu travailleras, et moi aussi. C'est impossible, interrompit-il. En ce moment du moins, et tu le sais bien. Quand alors? Implora-t-elle. Quand notre fortune sera faite, répliqua-t-il âprement. Elle peut l'être cette nuit, si cette affaire des bijoux de madame Risley réussit. As-tu essayé sur la serrure de la boîte les doubles clés que nous avons fait fabriquer? Je les ai essayées, répondit-elle. Es-tu sûr que le collier de perles y est et qu'elle ne le mettra pas ce soir? J'en suis sûr. Elle dîne à Neuilly, comme je te l'ai écrit, chez son ancienne institutrice, et elle m'emmène. Nous partirons à 7 heures. Voilà ce que je suis venu te dire. Nous ne rentrerons pas avant minuit. Le bon moment, c'est 8 heures, 8h15. C'est compris. À 8 heures, j'arrive à la porte de l'hôtel Beausite qui donne sur la rue Saint-Honoré. Si l'on me demande où je vais, je nomme madame Risley. On me dit qu'elle est dans la succursale rue de Rivoli. Je prends le passage intérieur, le premier couloir à droite. Je monte 2 étages. J'arrive devant la porte du 67. Elle n'est pas fermée. Il y a une antichambre, un petit salon. Le coffret à bijoux est dans l'armoire de la chambre à coucher. Tu as mis la clé sous le tapis du lit. C'est bien cela. C'est cela, répondit-elle. Et tremblante, elle ajouta. Promets-moi, si tu rencontrais quelqu'un, par exemple une des filles de l'hôtel, tu t'en irais, tu trouverais une explication. Je ne supporterai pas d'avoir été mêlé à un meurtre. Le reste est déjà si dur. Sois bien tranquille, répondit le brigand avec une bonhomie sinistre. Tu ne risqueras pas d'être encore raccourci pour cette histoire-là. Tout se passera en douceur. C'est notre manière. Et d'ailleurs, une supposition que nous ayons un mauvais coup à donner, mon costaud ou moi-même, ce ne serait que pour nous défendre. Et nous nous ferions couper le cou sans plus te nommer que tu ne me nommerais moi si tu étais prise. Tu ne me nommerais, moi. Réponds. Jamais, dit-elle en le regardant avec une expression où se lisait cette fidélité dans le danger, honneur dernier des complices d'infamie. Bélière parut éprouver un soulagement à cette protestation ainsi provoquée. Puis comme s'il jugeait qu'un plus long entretien n'aboutirait qu'à éveiller de nouveaux et inutiles scrupules chez une femme déjà lasse de son esclavage, il la quitta brusquement. Je vois au coin de la place 2 lascars à tête de casserole. Quand le chopin sera fait, il faudra que tu ouvres l'œil et le bon. Mais on s'écrira comme on doit s'écrire. Et cette fois, c'est la dernière affaire. Allons, mon Adèle, un bécot et du courage. Il l'avait entraînée en parlant ainsi du côté de l'église Saint-Roch, dans la ruelle déserte qui longe le chœur. Il la prit dans ses bras d'une vive étreinte. Leurs lèvres s'unirent. Cette caresse de 2 secondes suffit pour que la jeune femme, en s'en retournant du côté de la rue Saint-Honoré, sentit courir dans sa chair ce venin de passion qui, depuis ces 2 mortelles années, faisait d'elle la chose de cet apache élégant, aussi implacable, aussi vil sous son harnais de fils de famille, que les souteneurs de barrière avec leurs hautes casquettes, leurs accroche-cœurs et leurs vestes courtes sur leurs pantalons bouffants. L'indicatrice était à peine rentrée à l'hôtel Beausite, et elle n'avait pas eu le courage d'ôter son chapeau qu'elle entendait sonner le timbre qui faisait communiquer sa chambre et l'appartement de sa maîtresse. Il n'est que 5h03, se dit-elle en se hâtant. Madame ne voulait s'habiller qu'à 6h30. Pourvu qu'elle n'ait pas changé d'avis, mon Dieu. Ce fut le cœur étreint par cette anxiété
que la pseudo-camériste se dirigea vers le petit salon où l'attendait cette patronne auprès de qui elle ne s'était placée que pour la voler. Mrs. Edith Risley était étendue sur une chaise longue dans cette banale pièce d'hôtel que son séjour d'un hiver avait transformée en une espèce d'appartement. Toutes les choses autour d'elle portaient l'empreinte de sa gracieuse personnalité, dont le charme aurait seul expliqué pourquoi la complice de Bélière avait hésité tant de semaines. Edith était de ces Américaines qui semblaient apporter dans le raffinement cette volonté que les hommes de leur pays apportent dans la conquête de la fortune. Ce n'était dans ce salon qu'étoffes anciennes jetées sur les meubles, bibelots de style posés sur les tables, des orchidées s'échevelaient dans les vases. 2 tableaux, l'un de Maès représentant une fillette mangeant une gaufre auprès d'un chat, l'autre un hallebardier du Bronzino, étaient posés sur 2 chevalets. La dame de cet asile improvisé les avait disputés à coups de chèques dans une vente retentissante quelques jours auparavant. Des livres anglais et allemands, italiens et français se pressaient dans la bibliothèque. Cet autre signe attestait le cosmopolitisme de cette exquise créature dont la beauté fragile était comme dévorée par un excès d'intelligence et de sensibilité. Edith Risley était très blonde, d'un blond pâle et cendré. Elle avait des yeux d'un brun clair, dans un teint de fleurs, un teint délicat, à peine coloré. À la minute où la femme de chambre entra, elle ressemblait dans sa robe d'intérieur de souple soie mauve et de dentelle, avec la minceur longue de sa taille, ses bras frêles sortant du volant léger des manches, ses mains aux doigts fuselés, ses pieds exigus, à une infante du musée du Prado. Quoique l'on ait beaucoup raillé, et à bon droit, les Américains sur leur snobisme ancestral, il n'en est pas moins vrai qu'un grand nombre d'entre eux revendiquent justement des atavismes peu démocratiques. Edith était de son nom de famille une Van Alstyne. Elle descendait d'un émigré venu des Pays-Bas au XVIIe siècle. Les amis d'Edith, qui tous avaient en classiques millionnaires yankees des galeries regorgeant de chefs-d'œuvre plus ou moins authentiques, l'appelaient volontiers le Velasquez. Elle était surtout, malgré les bonheurs d'une existence trop comblée, ou peut-être à cause d'eux, une de ces femmes comme il y en a aussi beaucoup outre-mer, qui veulent que toutes les personnes autour d'elles soient aussi gâtées, aussi comblées qu'elles-mêmes, tant elles sont profondément, intimement kind. Le mot est intraduisible. Il signifie une bonté, une bienveillance plutôt, toujours éveillée, toujours active, qui va des choses importantes aux petites, qui ne se permet pas un geste trop vif, un son de voix brutal, qui met partout une atmosphère de douceur. Cette grâce du cœur avait été, ô ironie, la cause que Mrs. Risley avait pris auprès d'elle la maîtresse de l'Apache. Sa maid habituelle, une Allemande, à son service depuis 10 ans, avait été appelée par télégramme auprès de sa mère malade. Mrs. Risley, pour donner à sa fille la liberté d'un congé illimité, avait cherché une remplaçante un peu hâtivement. Adèle s'était présentée sous le nom d'Aurélie Brissot, avec les certificats dérobés. L'Américaine l'avait engagée à première vue. « Je crois à la sympathie ou à l'antipathie, disait-elle, et j'y cède aveuglément. » Il y avait tantôt 3 mois que cet engagement avait eu lieu, et la femme de chambre arrêtée ainsi avait continué de tant plaire à Mrs. Risley qu'elle projetait de l'emmener en Amérique avec l'autre qu'elle laissait s'attarder dans sa famille. C'était l'une des 2 causes de sa prolongation de séjour à elle-même. La vente où elle avait acheté les 2 tableaux avait été l'autre. Et voici qui paraîtra d'une ironie plus forte encore. Depuis ces derniers 15 jours, un scrupule tourmentait cette charmante femme au point de lui faire battre à elle aussi le cœur chaque fois qu'elle revoyait la fausse Aurélie. Comment lui demanderait-elle d'accepter de devenir seconde femme de chambre après avoir rempli les fonctions de première si parfaitement, et cela sans la froisser? L'Allemande
annonçait son très prochain retour, et Mrs. Risley en était à n'avoir pas encore osé aborder ce sujet avec la remplaçante, tant elle s'en croyait déjà aimée. Elle ne se trompait pas tout à fait. Si l'abominable Jules Bellière avait observé depuis quelques semaines un secret changement dans sa complice, une irrésistible gratitude pour la patronne y entrait pour beaucoup. Si depuis des semaines Adèle imaginait sans cesse un prétexte nouveau pour reculer l'instant du coup projeté, c'est que les procédés toujours plus caressants, toujours plus doux de l'américaine allaient réveiller sans cesse de nouveaux remords dans la conscience de la petite bourgeoise devenue la chienne de chasse d'une bande de voleurs. Ces remords n'avaient pas été assez puissants pour avoir raison du funeste amour qui la liait aux brigands, puisqu'elle s'était enfin décidée à tout organiser pour le cambriolage de ce soir. Elle l'avait fait, dans ces dernières 24 heures, avec une véritable fièvre, sur une menace de Bellière. Il avait dit « Je vais prendre une chambre dans l'hôtel, ce sera plus sûr. » L'éclair de son regard avait été trop aigu. Adèle avait pris peur. On a vu par quel procédé elle avait cru pouvoir s'arranger pour que sa maîtresse fût loin pendant que le vol aurait lieu. Elle avait pensé l'assurer du moins contre un autre danger. À l'appel du timbre, elle avait eu un pressentiment que ce calcul allait être déjoué. Qu'on juge de son saisissement épouvanté, lorsqu'arrivé dans le salon, l'autre l'accueillit par ces paroles. « Je ne sortirai pas ce soir, ma pauvre Aurélie. » Madame Renaud, c'était le nom de la vieille institutrice chez laquelle Édith avait passé 2 ans quand elle en avait 14. Madame Renaud me télégraphie qu'elle est souffrante. Moi aussi j'avais un peu de migraine. Je dînerai dans mon salon tout simplement. Sur le moment, Adèle ne répondit pas. Une vision venait de surgir devant elle. La porte qui donnait accès dans la chambre à côté s'entr'ouvrant et le voleur entrant persuadé que l'appartement était vide. Mrs. Risley entendrait du bruit, elle irait regarder. Et alors, ou bien elle avait le temps d'appeler et Jules était perdu, ou bien il tuerait. Dans 2 heures, cette vision serait une réalité. Le cœur de la femme de chambre se serra d'une telle force qu'elle pâlit et se mit à trembler. La maîtresse, qu'avait déjà surprise son extraordinaire immobilité et son silence, ne put pas ne pas remarquer cette pâleur. « Mais qu'avez-vous, Aurélie » demanda-t-elle. « On dirait que vous vous trouvez mal. » Elle s'était levée de sa chaise longue pour aller vers Adèle qui l'arrêta d'un geste. « Ce n'est rien, madame. C'est un tout petit étourdissement. Il est déjà passé. » « Il y a déjà plusieurs jours que je vous trouve singulière, » reprit Mrs. Risley. « Quelque chose vous déplaît dans mon service ?» insista-t-elle avec cette voix amie qu'elle avait si naturellement. On eût dit qu'elle avait peur de faire de la peine à ceux auxquels elle parlait ainsi, et elle continua. « J'en serais bien ennuyée. J'ai été si contente de vous que je pensais ces temps derniers à vous faire une proposition. Vous m'avez dit que vos parents n'avaient que vous et votre sœur. Croyez-vous qu'ils répugneraient à vous laisser aller en Amérique ?» « En Amérique ?» répéta la complice de Jules Bellière. « Madame voudrait vous emmener avec moi, oui. » Et rougissante. « Il y a une légère difficulté à cela. Et c'est ce qui m'a fait beaucoup hésiter à vous en parler. Répondez-moi franchement, vous êtes bien sûre que je ne voudrais pour rien au monde vous froisser. »« Oh, madame, » fit Adèle, « madame n'a toujours été que trop bonne pour moi, que trop indulgente. »« Vous le méritez, » répondit la maîtresse. « Que serais-je devenue sans vous ces mois-ci ?» Et avec plus d'embarras encore et de timidité. « Mais vous devez comprendre que l'on n'a pas vécu des années avec une femme de chambre sans s'y attacher et que je ne puisse pas quitter ma vieille Muller. »
Elle va revenir. J'ai reçu une lettre d'elle avant-hier. C'est vrai qu'elle commence à être vraiment vieille et qu'elle aurait bien besoin de quelqu'un pour l'aider. C'est un peu au-dessous de vous d'être seconde. Si je vous offrais pourtant cette place chez moi en vous donnant les mêmes gages, avec la promesse qu'un jour vous succéderez à Muller, accepteriez-vous? Il y avait dans l'espèce d'imploration avec laquelle cette femme si riche formulait cette offre à une inférieure une grâce de cœur étrangement touchante. Un si puissant effluve de bonté émanait d'elle que cette très petite chose, un peu enfantine, en prenait une véritable noblesse. C'était une humble charité, mais qui révélait de si riches trésors de sensibilité, une si humaine façon de comprendre et de pratiquer les rapports avec les déshérités de l'existence. Adèle, qui s'était tant meurtrie depuis ces 2 années aux brutalités du monde abject où la faisait vivre son indigne liaison, éprouva de nouveau l'émotion si souvent ressentie depuis qu'elle se mouvait dans le cercle d'influence de cette charmante âme, une honte affreuse de lui mentir. Et cette honte se doublait en ce moment d'un sursaut de remords plus intolérable encore. Le contraste entre cette offre et les discours de son amant tout à l'heure était trop fort. Elle regardait presque avec égarement cet être si frêle, si bon, si tendre, qui allait dans quelques instants, et par sa trahison, être la victime d'un hideux guet-apens, qui sait, d'un assassinat peut-être, et elle s'écoutait balbutier des phrases incohérentes. « Madame est si bonne. Je remercie Madame de sa bienveillance pour moi. Madame comprendra aussi que je ne peux pas répondre comme cela. Le service de Madame a été si facile toujours. Comment Madame peut-elle penser que je serai froissé, qu'elle ne veuille pas sacrifier son ancienne femme de chambre à une nouvelle? Première ou seconde, auprès de Madame, je serai toujours bien. Mais vous ne voulez pas vous décider sans avoir parlé à vos parents, reprit Madame Risley. Et ce n'est pas moi qui vous donnerai tort. Où je vous donne tort en revanche, ajouta-t-elle, c'est quand vous faites des mystères avec moi comme maintenant. Elle insista, avec un sourire d'affectueuse malice sur un geste que son interlocutrice n'avait pu réprimer. Oui, c'était la fête de votre mère aujourd'hui, la Sainte Émilie. Adèle se souvenait à peine d'avoir, en parlant à Mrs. Risley, donné ce prénom à cette mère imaginaire. Pourquoi ne me l'avez-vous pas rappelé? Je vous aurais dit plutôt de prendre votre soirée et d'aller la passer auprès des vôtres. Allons, ne soyez plus triste. Vous avez encore le temps, si vous partez tout de suite, d'arriver chez votre sœur pour le dîner. D'ici à Grenelle, il n'y a pas si loin, et je n'ai aucun besoin de vous avant 11 heures. Dites-moi seulement que vous êtes contente. Oh, madame, très contente. La femme de chambre prononça ce remerciement d'une voix si basse que la maîtresse l'entendit à peine, et elle s'échappa du salon pour cacher les larmes qui lui venaient au bord des yeux. Comme ces filles du peuple sont sensibles, se dit Mrs. Risley demeurée seule. J'ai deviné. C'était l'idée de cette fête passée ainsi qui la rendait triste. Quel bonheur que j'ai regardé le calendrier et que j'ai remarqué le nom de la sainte du jour. Deux heures ont passé. Il va en être 8. Adèle Baron est toujours dans sa chambre, assise sur la chaise où elle s'est laissée tomber au sortir de cette conversation. Oui, ces 2 heures ont passé ainsi sans qu'elle s'en doute, dans la tourmente de trop de sentiments contradictoires. La reconnaissance passionnée d'un cœur qui vaut mieux que sa vie et qui, pour la première fois, vient d'être traité comme il eût voulu mériter d'être traité toujours. L'ardeur d'un amour encore accru par la complicité dans le crime et par le commun avilissement. La terreur de l'événement tout proche et la fièvre de l'incertitude. Que faire? Où retrouver Jules maintenant? Aller l'attendre sur le trottoir, devant l'hôtel, pour l'empêcher d'entrer, en l'avertissant que le projet de Mrs. Risley a changé? Ça avait été la première pensée d'Adèle.
et le profil du fionneur s'était dessiné devant son esprit, si dur, si défiant, avec ce regard froid chargé de menaces. Il ne la croirait pas. Il voudrait passer outre, monter, vérifier par lui-même. Essaierait-elle de l'arrêter? Elle avait distinctement aperçu cette scène. Jules la repoussant, les passants attroupés, un sergent de ville s'interposant, la conduite au poste. Et sa moelle s'était glacée dans ses os à l'idée de l'arrestation, alors qu'elle savait la police déjà en éveil sur les agissements de leur bande. Non. Non, ce moyen n'était pas possible. Si elle restait dans l'hôtel tout simplement, et qu'elle guetta dans le couloir l'arrivée du malfaiteur. Une dispute entre eux serait impossible là. Trop de personnes traversaient les corridors. Oui, s'était-elle dit. C'est la chose à faire. Et puis, une autre épouvante l'avait saisie. Non plus des violences de son amant, mais de sa propre faiblesse. Une autre image avait surgi dans son cerveau, celle de cet amant, non plus cruel, non plus menaçant, mais tendre. S'il lui demandait de le recevoir dans sa chambre, de le cacher, pour tenter ensuite dans la nuit le cambriolage projeté. S'il exigeait d'elle, puisqu'il était là, tout placé pour les emporter, qu'elle volât les perles elle-même. Il s'en irait avec ce butin, sans qu'on pût la convaincre, elle, d'y avoir participé. Oui. Mais faire cela, elle, de ses mains, à cette personne qui venait de nouveau lui montrer cette affectueuse sollicitude, non. Non et encore non. Quoi alors? Adèle avait mis ses coudes sur une table, sa tête dans ses doigts, et elle s'abîmait dans cette méditation affolée. Lorsque la pendule de la cheminée ayant sonné 8 heures, elle se leva brusquement. Il ne s'agissait plus d'atermoiement. D'une minute à l'autre, Jules pouvait être là. Dans cette crise de suprême détresse, une idée à laquelle l'infortuné n'avait pas songé apparut soudain devant son esprit, et aussitôt les forces intimes de cette âme malheureuse se précipitèrent vers ce projet, qui n'était que son émotion attendrie de tout à l'heure mise en acte. Comment n'y avait-elle pas pensé plus tôt? C'était à Madame Risley qu'il fallait aller. Oui, à Madame Risley, et tout lui dire, en lui demandant qu'elle ne dénonçât pas le guet-apens dont elle avait manqué être la victime et dont elle serait sauvée et pour toujours. Elle était si généreuse qu'elle ne voudrait pas faire arrêter la complice de Jules Bellière après cet aveu, ni Jules Bellière, puisque la dénonciation du bandit supposait celle de l'indicatrice. Mais parler, mais dire en face à cette bienfaitrice le détail de l'infâme machination qui avait fait d'elle une femme de chambre, et pourquoi? Ah, quelle honte! Une minute, cette impression fut la plus forte. Adèle prononça le non qu'elle avait jeté déjà à ses précédents projets. Et tout de suite, elle y répondit par un « Eh bien si !» crié à haute voix. L'ancien cœur de la bourgeoise, élevé pour être une honnête femme, s'était réveillé, et elle trouvait dans cet excès d'humiliation cette souffrance expiatoire qui devient un besoin presque physique quand nous avons cessé de nous estimer. « Que ce sera dur !» gémit-elle encore, et tout haut de nouveau. « Tant mieux !» Haletante, elle s'élança hors de sa chambre. Elle courait pour ne pas se donner le temps de réfléchir. Et déjà, elle avait frappé à la porte du salon. Dieu, que la douce voix qui lui répondit « Entrez » lui fit mal à entendre. Mrs. Risley était toujours étendue sur la chaise longue. Elle avait auprès d'elle, sur une petite table, les restes de son frugal repas. Une soupière d'argent avec un peu de consommé et des raisins sur un plateau. À la vue de sa femme de chambre, et en proie à quelle agitation, elle poussa un léger cri de surprise. « Vous êtes déjà revenue, Aurélie? Que se passe-t-il?
se passe que je vous ai trompé, madame, que je ne suis pas une femme de chambre, que je ne m'appelle pas Aurélie, que je suis la maîtresse d'un voleur qui dans 5 minutes peut-être entrera ici. Il se passe que j'ai fait faire une fausse clé pour ouvrir votre coffret à bijoux, qu'il sait où sont vos perles. Il se passe que je ne peux pas supporter l'idée que cette chose ait lieu. Après que vous m'avez traité si délicatement, si généreusement, là encore tout à l'heure. N'appelez pas. Mrs. Risley s'était levée, en effet, tandis qu'Adèle lui parlait. Vous n'avez rien à craindre de moi, vous le voyez bien. Et lui, lui, je ne peux pas l'avoir livré, je ne peux pas. Fermez seulement les portes à clé, avec le verrou en dedans. S'il veut entrer, il lui faudra appuyer sur le battant, vous parlerez, il saura que vous n'êtes pas sorti, il s'en ira. S'il ne s'en va pas, alors vous vous échapperez par l'autre pièce. Vous irez chercher du secours. Tenez, laissez-moi faire. Rapidement, le geste suivant les paroles, Adèle avait couru vers la porte de l'antichambre. Elle l'avait fermée en effet de 2 tours de clé, puis elle avait poussé la gâchette du verrou intérieur. Non moins rapidement, elle avait passé dans la chambre à coucher et exécuté la même opération. Une porte donnait de la salle de bain attenante sur l'escalier de service. Elle la verrouilla de même. Ensuite, elle revint auprès de l'américaine, qui demeurait paralysée de surprise devant cette scène d'une effrayante signification dans sa hâte silencieuse. Comme les 2 femmes se tenaient ainsi, l'une près de l'autre, et avant qu'elles n'eussent repris assez de force dans leurs troubles respectifs pour recommencer de se parler, un bruit venu de l'antichambre les fit tressaillir jusque dans la fibre la plus secrète de leur être. Une main tournait le bouton de cette porte. La résistance inattendue de la serrure étonna le malfaiteur qui secoua le battant, mais d'une pression encore faible. « Parlez, madame, parlez !» supplia Adèle à voix basse. « Qui est là ?» cria Mrs. Risley. Sa voix déjà ne tremblait plus. Elle se retrouvait la fille d'une race d'énergie en présence d'un danger réel. « Oui » répéta-t-elle plus haut. « Qui est là ?» Et marchant hors du salon, vers la porte. « Si vous ne répondez pas, je sonne. » Elle avait tendu son oreille en menaçant ainsi. Elle perçut distinctement le souffle qui trahissait le battement de cœur du bandit. Elle eut le courage de mettre elle-même la main sur la poignée et de tourner comme si elle se préparait à ouvrir. Un bruit de pas qui s'étouffait sur le tapis lui apprit que l'homme s'éloignait. « Il est parti, dit-elle. Je vais sonner maintenant et prévenir que quelqu'un a voulu entrer dans la chambre, pour qu'on place un gardien cette nuit dans le corridor. Et vous, ajouta-t-elle en prenant la main de sa compagne, je veux que vous ne me quittiez pas maintenant. Il faut que vous me racontiez votre vie. Je veux tout savoir. Tout. » Au lendemain de cette aventure, Mrs. Risley se réveilla tard. Elle s'était endormie vers 4 heures du matin après une longue conversation avec la misérable femme à laquelle elle devait de ne pas avoir été assassinée par le cambrioleur. La confession d'Adèle, faite à travers des sanglots, l'avait touchée à une telle profondeur qu'elle lui avait dit, en proie à cette ivresse de la pitié, naturelle aux âmes généreuses. « Vous m'avez sauvé de cet homme, et moi, je vous en sauverai à mon tour. Je vous garde. Vous viendrez avec moi en Amérique. Vous changerez de nom encore. Il ne vous suivra pas, et vous referez votre existence. » Adèle avait répondu à cette offre par des larmes versées à genoux, les lèvres sur la main de celle qui lui représentait dans son abîme le salut inespéré, unique, surnaturel. Il avait été entendu qu'elle continuerait son service,
sans plus sortir de l'hôtel jusqu'à l'arrivée de la femme de chambre allemande, et qu'alors elle irait en avant à Liverpool attendre Mrs. Risley. On juge de l'étonnement de celle-ci quant à ce réveil. Elle eut pressé en vain à 3 reprises sur le bouton qui correspondait avec la pièce où dormait Adèle. Elle se décide à sonner la femme de chambre de l'étage. Cette fille va savoir pourquoi l'autre n'a pas répondu et revient dire qu'elle a trouvé la chambre vide et sur la table une lettre au nom de Madame Risley. Une lettre? Non. Quelques lignes tracées fiévreusement. Madame, pardonnez-moi. Je sens que je ne peux pas quitter cet homme. Je sens que je ne peux pas vivre sans lui. J'ai pu agir hier comme j'ai agi parce que vous m'aviez pris le cœur. Maintenant, je le regrette presque tant j'ai peur qu'il ne veuille plus de moi après cela. Vous voyez que je ne suis pas ce que vous croyez. Je ne suis pas bonne. Je serai ce qu'il veut que je sois. C'est mon destin. En essayant de concevoir une nouvelle existence loin de lui, j'ai éprouvé le froid de la mort. Adieu, madame. Je vous demande de faire plier mes effets dans ma malle et de faire déposer cette malle à mon nom d'Aurélie chez le concierge. Je sais que vous ne chercherez pas à me faire arrêter ni à me faire suivre quand je viendrai prendre les choses. Si vous mettez votre portrait dans la malle, vous serez une fois de plus très bonne pour votre servante reconnaissante, mais qui ne peut plus se reprendre. Signé Adèle. Cette anecdote, où les curieux de nature humaine retrouveront un étrange exemple après tant d'autres des inexplicables détours du cœur, a son épilogue. Mrs. Risley a naturellement fait faire la malle demandée. Elle y a mis son portrait et dans une enveloppe 5 billets de 1000 francs. Ceux qui la connaissent la reconnaîtront à ce trait. Mais reconnaîtront-ils l'indicatrice des voleurs, la maîtresse d'un apache professionnel, dans cet autre trait? Adèle a renvoyé les 5000 francs sous la même enveloppe. Ce désintéressement dans une telle fange, et si complaisamment accepté puisqu'il n'a tenu qu'à elle d'en sortir, s'accorde pourtant bien avec le remords qui lui a rendu insupportable un crime commis contre sa bienfaitrice. C'est le cas de dire avec Molière « Où diable la délicatesse va-t-elle se nicher ?» Bonne nuit. Bonne nuit.